C'est parti pour ces dates qui comptent pour la biodiversité. Je vous vois très bien, hein. Quand je vous dis ce mot, vous pensez tout de suite à ça. La fin du film. Alors que clairement, c'est un gros cliché. Parce que la biodiversité, ce n'est pas seulement des animaux mignons ou alors des paysages en voie de disparition. C'est une histoire longue, humaine, sociale et politique qui commence bien avant les discours alarmistes. La biodiversité, on ne vous a raconté que la fin. Allez, venez, on rembobine, je vous raconte le début. Allez, la première date que j'ai retenue, c'est – 3000. En Mésopotamie, les humains organisent les premiers jardins irrigués. À l'époque, les jardins, c'est pas fait pour faire joli, c'est pour survivre, nourrir les populations, stabiliser les territoires. Sans le savoir, ils posent la toute première idée clé de la biodiversité. Quand vous travaillez avec le vivant et non pas contre lui, il vous le rend bien. La prochaine date que j'ai retenue, c'est 600. En Perse, on invente les premiers jardins clos, les Perideisa. Fun fact, c'est de là que vient le mot paradis. Bien oui, à la base, le paradis, ce n'est pas un concept religieux. C'est un espace où la nature est organisée, respectée et fertile. 800. Charlemagne impose une liste de plantes à cultiver dans tout son empire. Objectif, mieux manger, mieux soigner et mieux gérer les territoires. Oui, avant même que le mot biodiversité n'existe, on faisait déjà de la politique du vivant. Prochaine date, 1597. À Montpellier, on crée le tout premier jardin botanique. On ne cultive pas seulement pour manger, mais aussi pour comprendre, observer, classer. La biodiversité devient un sujet scientifique. 1758, Linné invente la classification des espèces. Et c'est fondamental parce qu'on protège toujours mieux ce que l'on sait nommer. Début du 19e siècle. Et vous savez quoi? Il y a un gars là, un vrai collectionneur, il investit toute sa fortune pour créer un herbier mondial, inspiré par Linné. C'est qui ce gars-là? Eh ben c'est Benjamin Delessert, le fondateur des caisses d'épargne. Qui l'aurait cru, non? Son musée botanique constitue aujourd'hui encore un vrai trésor pour la recherche sur le vivant. 1859, Darwin publie L'origine des espèces. Le vivant évolue, s'adapte, se transforme. La biodiversité devient dynamique. Elle devient dynamique à condition qu'on ne détruise pas plus vite qu'elle ne peut s'adapter, non? 1872. Pour la première fois, on protège un espace naturel seulement parce qu'il existe. Et ça, c'est un vrai changement de mentalité. 1896. Avec l'industrialisation, les villes s'étendent, les conditions de vie se dégradent. C'est là qu'apparaissent les jardins ouvriers. Pour se nourrir, recréer du lien, respirer. Et puis c'est d'ailleurs à un ecclésiastique que l'on doit leur création. L'abbé Auguste de Lémire, député maire de Hasbrouck, dans le Nord. La biodiversité devient alors aussi un outil social. 1906. Grande nouvelle, une loi permet aux caisses d'épargne de soutenir la création de jardins ouvriers. Ces petits coins de verdure poussent généralement autour des logements sociaux que les caisses d'épargne contribuent également à développer. Vraiment trop sympa celle-là. Un endroit parfait où logement social et biodiversité s'unissent pour un avenir durable. Et oui, c'est bien connu, les plantes et les familles font bon ménage. Ça, c'est un beau partenariat, non? Dans les années 1920, les jardins ouvriers explosent en France. Et c'est en grande partie grâce, allez, je vous le donne en mille, aux caisses d'épargne, qui, telles de véritables partenaires de la nature, subviennent à leurs besoins et acquièrent des terres pour les aménager. Alors là, je vous explique, ce n'est pas tout. Ces espaces verdoyants ne sont pas seulement des lieux de culture, maraîchère j'entends, hein. Ils rayonnent également au rythme de la sociabilité. Concours et fanfares y sont organisés. Imaginez un peu, la reine des jardiniers en pleine performance, entourée de ses fans, les abeilles et leurs reines bien sûr. Sachez qu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, on compte plus d'1 million de ces jardins partagés. Imaginez 1 million de micro-refuges de biodiversité en pleine ville. Dans les années 60, urbanisation massive. On bétonne, on densifie, on efface les jardins. Alerte spoiler, mauvaise idée, très mauvaise idée. 1992, sommet de la Terre à Rio. La biodiversité devient enfin un enjeu mondial. L'année 2015 voit les accords de Paris. On comprend enfin qu'on ne peut pas lutter contre le changement climatique sans protéger le vivant. En 2022, à Montréal, les États s'engagent à protéger 30% des terres et des mers d'ici 2030. Alors c'est ambitieux, c'est imparfait, mais c'est indispensable et surtout c'est déjà ça. Aujourd'hui, devinez quoi? Les jardins partagés, collectifs et urbains dont on a parlé reviennent en force. Ils nourrissent, rafraîchissent les villes, constituent autant de corridors de biodiversité. Un combo gagnant quoi. Comme il y a 100 ans, mais avec l'urgence d'aujourd'hui. C'est terminé pour ces dates qui comptent pour la biodiversité. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous ne voulez manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner.
À plus!